Hello, c'est Mariama, bienvenue sur Mom You Rock. Mom You Rock est un podcast échange avec des femmes entrepreneurs et mamans. Ma volonté reste toujours la même, partir en quête d'inspiration et de motivation auprès de ces femmes qui nous partagent leur quotidien de slasheuse. Car oui, j'ai longtemps cru qu'être mère et chef d'entreprise pouvaient être incompatibles. La bonne nouvelle, c'est que j'avais archi faux et ces parcours ne le prouvent bien. Je suis moi-même aujourd'hui maman de 2 petits bouts et je vis une belle aventure entrepreneuriale. Ma mission ici est de vous inspirer à travers tous ces témoignages pour mener à bien vos projets et vous aider à croire en vos idées. Si vous souhaitez en savoir plus sur la naissance de ce podcast, je vous invite à écouter la bande-annonce de la saison 1. Maintenant, prenez place, c'est parti! Bonjour Mathilde. Bonjour Mariana. Mathilde, je suis très contente que tu aies accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va parler de campagne de crowdfunding. Donc Mathilde, aujourd'hui, tu accompagnes les femmes entrepreneurs à développer leur activité donc avec une approche holistique, car en parallèle, tu es prof de yoga. Tu es aussi, donc tu me le disais à l'instant, community captain chez Ulule à Lyon, mais bon là que c'est un petit peu compliqué parce que j'ai cru comprendre que c'était en présentiel. Donc est-ce que tu peux te présenter et nous en dire un petit peu plus sur ton parcours et ton activité? Ouais, exactement. Écoute, déjà, merci beaucoup d'avoir fait appel à moi et ravie d'être ici. Avec plaisir. Donc, comme tu l'as dit, aujourd'hui, donc j'accompagne les porteurs de projets, les entrepreneurs, donc vraiment à devenir acteurs de leur vie et de leur réussite, donc à la fois professionnelle et personnelle. Et du coup, il y a ce côté holistique, puisque en effet, je suis en parallèle prof de yoga, donc en fait, j'essaye de mettre tous ces outils de prof de yoga, de pleine conscience, de business, tout ça mélangé, parce que je suis vraiment persuadée que le corps, l'esprit, tout est lié et que quand on est entrepreneur, il y a la connaissance de toi qui est vitale. Donc voilà, j'ai développé ça. Et donc, par rapport à mon parcours, alors en gros, j'ai commencé, on va dire classique pour pas mal de gens. Donc, la fameuse prépa après l'école de commerce. En fait, j'ai fait une école de commerce parce que je savais pas du tout ce que je voulais faire. Grosso modo, je me suis dit, alors ça sera généraliste, ça va m'ouvrir plein de portes et je vais découvrir plein de choses. En gros, ce que je savais, c'est que j'avais vraiment un intérêt pour tout ce qui était mode de consommation, développement personnel. Enfin, à l'époque, j'étais dans ça. Ensuite, j'ai commencé, donc en 2013, à travailler en agence où là, j'accompagnais des entrepreneurs dans le marketing et j'ai vraiment aimé cette notion d'accompagnement, être vraiment avec eux dans le développement de leur activité, leur proposer des actions. Enfin, vraiment cette relation. Et c'est après ça, en fait, où j'ai voulu aller plus dans le digital, parce que clairement, à cette époque, le marketing commençait vraiment à prendre un gros virage digital. Carrément, ouais. Et donc, je me suis dit, il faut aller plus loin. Donc, c'est là où j'ai fait Schema, master e-commerce et digital. Oui, mais je crois qu'on a fait la même promo. Enfin, moi, je l'ai fait en décalé un petit peu, mais... Exactement, je t'ai suivi, en fait. Je l'ai fait juste après toi. Donc, ça, c'était en 2015. Ouais. Et donc, c'est là où je suis rentrée dans l'univers du e-commerce, notamment à la Redoute. Et là, c'était vraiment comprendre la vente en ligne. Après, je suis partie dans tout ce qui était marketplace, vraiment les canaux de vente, etc. Ouais. Et puis, grosso modo, j'avais un peu perdu cette notion d'accompagnement, d'indépendance, de créer, d'innover, des choses qui étaient hyper importantes pour moi. Donc, à ce moment-là, en 2018, j'ai profité d'une mutation de mon conjoint pour le rejoindre sur Lyon et me dire que c'était le moment de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai travaillé sur différents projets, une marque de mode éthique. Je suis pas allée au bout pour plein de raisons, mais voilà. Ensuite, j'ai travaillé aussi sur une marque d'emballage éco-responsable. C'est vraiment des valeurs qui étaient hyper fortes. Et puis finalement, en fait, je me suis rendu compte avec ces expériences que ce qui m'intéressait, c'était vraiment l'entrepreneuriat, mais la notion d'accompagnement. Aider les gens à se réaliser à travers leurs projets, trouver l'équilibre vie perso, vie pro. Et donc, c'est comme ça qu'en 2019, je suis arrivée dans l'accompagnement et donc vraiment coaching et que j'ai rejoint Ulule en janvier 2020, donc il y a un an maintenant, pour être justement community captain sur Lyon. Donc l'objectif, c'est comme Ulule sont centralisés sur Paris, qu'il se passe beaucoup de choses au niveau de la capitale. Ils voulaient avoir des relais en région, donc dans les grandes villes pour animer ces communautés. Donc le but, c'est d'organiser des événements pitch, qu'on appelle les pitch. C'est une soirée où justement les porteurs de projets vont pouvoir pitcher leurs projets
mettre en valeur leur campagne auprès de public et gagner des prix, donc des prix partenaires, des prix Ulule, etc. C'est une façon de communiquer autour de leur projet. Et du coup, mon objectif, c'est d'accompagner du coup ces porteurs de projets, répondre à leurs questions sur leur campagne, les motiver parce que clairement, on peut avoir des baisses de motivation, se retrouver face à des problèmes et être un peu bloqué. Donc, c'est vraiment de favoriser l'énergie et de les aider à pouvoir se lancer et enfin créer leur campagne. Donc voilà, grosso modo, mon rôle. Ok. Et comment ça se passe du coup aujourd'hui, vu le contexte actuel? J'imagine que c'est un peu compliqué d'être en présentiel. Est-ce que vous arrivez à maintenir l'activité à distance? Comment ça se passe? En fait, ce qui se passe, c'est que du coup, Ulule s'est totalement réinventé et a transformé ce format de pitch en ligne. Donc, ils ont fait il y a des concours, en fait, tous les X temps. En fait, ils ont reproduit le modèle du physique, mais ils l'ont digitalisé. Ok. Voilà, ok. Et du coup, il y a des thèmes, etc. Spécial Made in France, spécial femmes. D'accord. Ça, ils ont continué. Et du coup, voilà, ils continuent. Ils font un petit concours en ligne, quoi. Ok, super. Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui, Est-ce que tu carrément. peux nous dire déjà ce que c'est qu'une campagne de crowdfunding? Donc, crowdfunding est égal financement participatif. Donc, en français, exactement. Voilà, en français. Qui a fait Love Money, tout ça. En fait, donc le principe du financement participatif, c'est de permettre à des porteurs de projets de collecter de l'argent auprès du grand public. Donc, c'est des particuliers. Donc, il y a deux types de formes. C'est soit du don, soit de la contrepartie. Et ça se fait grâce à des plateformes en ligne. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des plateformes fonctionnent sur la politique du tout ou rien. Donc, c'est, par exemple, si on n'a pas atteint l'objectif, on aura 0 argent. D'accord. Alors on perd l'intégralité des dons versés. En gros, si on avait 4 000 € sur les 10 000, on n'aura pas les 4 000 €. En fait, c'est 10 000 ou rien. Enfin, 10 000 et plus, parce que l'objectif, c'est bien sûr de faire plus que l'objectif. Donc voilà. Et au niveau des plateformes, donc il existe plein de plateformes différentes. Il y a Ulule notamment qui est très engagé dans les porteurs de projets engagés, l'impact, etc. Il y a KissKissBankBank, il y a Tudigo, Kickstarter, Mimosa qui est. Je connaissais pas Mimosa. Ouais, ils sont dans tout ce qui est alimentation, agriculture. D'accord. Voilà, et se sont spécialisés. Parce qu'en fait, il y a des plateformes plutôt généralistes. Oui, c'est ce que j'allais demander. D'accord. Avec quand même, on va dire, des sujets phares. Enfin, Ulule, beaucoup de choses dans la production de contenu aussi, de films, etc. Beaucoup de Made in France. Après, il y a des plateformes un peu plus tech, comme Kickstarter, où ça va être vraiment des projets plus technologie, très pointilleux, où là, c'est worldwide, donc du coup, ça va être des projets en anglais. Enfin, vraiment le truc start-up très pointu. Il y a Tudigo aussi qui aiment beaucoup les projets Made in France, locaux, etc. Donc après, c'est aussi intéressant, il y a aussi des plateformes dans la culture. Du coup, voilà, la question après, c'est de savoir qui on veut toucher, les secteurs d'activité, mais il y a un peu des plateformes pour tout le monde, on va dire. Pour toute thématique. Ok, super. Exactement, voilà. Ok, et pourquoi, ce serait quoi l'intérêt, bon, on le sait, de faire une campagne de crowdfunding? Ouais, alors clairement, il y a plusieurs avantages. Déjà, pour moi, le premier élément clé, c'est de se dire, OK, on a une idée, mais on veut la tester. Donc, quand on est dans l'entrepreneuriat, on dit toujours, faut tester son projet et comment on peut tester en limitant le risque financier. Parce que clairement, là où avant, on se disait, OK, je veux faire des chaussures, je vais lancer ma production, je vais produire 3000 chaussures, mais en fait, à ce moment-là, tu sais pas si vraiment les gens sont prêts à acheter ta chaussure et toi, tu mets l'argent de ta poche. Donc, il y a quand même un risque financier. Donc, aujourd'hui, les campagnes de crowdfunding permettent justement de financer des productions, donc pré-lancement. Donc, de récupérer de l'argent et puis surtout de voir s'il y a un engouement autour du projet. Et puis, c'est tout simplement aussi commencer à vendre, en fait. Enfin, clairement, il y a les premières ventes. Il y a aussi le fait de créer, développer, renforcer sa communauté. Parce qu'aujourd'hui, un projet, une marque, sans communauté, c'est difficile. Oui, c'est difficile de décoller. Donc, c'est très, très difficile. Donc, c'est là aussi le moment de se faire connaître. Enfin, faut le voir comme une campagne de communication. Sauf que c'est pas une affiche, c'est pas des pubs sur Insta. C'est vraiment une plateforme, être hébergé, et c'est un temps donné où on va vraiment mettre en avant le projet, faire parler, communiquer, etc. Ensuite,
c'est aussi un moyen de se démarquer de la concurrence. Alors aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui font des campagnes de crowdfunding, mais finalement, quand on est une marque, je sais pas, de jouets, faut se dire que tous les acteurs du jouet aujourd'hui se lancent pas forcément sur le crowdfunding. Donc c'est aussi un moyen d'innover et de montrer que on est innovant et de se différencier. Donc là, il y a ça. Et puis, dans une vision plutôt moyen et long terme, un projet, à un moment donné, il va avoir besoin d'autres financements. Donc ça, c'est vraiment un peu la brique. Souvent, les gens, c'est ce qui leur permet de se lancer. En gros, ils avaient leur idée, ils ont un peu travaillé dans leur coin. Et la campagne de crowdfunding fait que le projet devient une entreprise et en fait, c'est parti. Et donc, du coup, dans ces notions d'argent et de financement, par exemple, demain, quand vous allez voir votre banquier, en fait, plutôt qu'être avec vos tableaux, vos chiffres, de leur dire, voilà, on a fait une campagne de crowdfunding, on a eu 2000 contributeurs, on a relevé tant, en fait, lui, ça le rassure énormément parce qu'en fait, vous avez déjà fait votre preuve de marché. Donc c'est vraiment un moyen de rassurer le banquier et ça peut faire vraiment pencher la balance du coup du bon côté. Exactement, et avoir des moyens parce que voilà, quand vous allez le voir, vous dites j'ai un projet, c'est sympa, je suis sûre que je vais vendre. C'est pas très concret et du coup là pour le coup c'est une vraie preuve. Donc ça il faut y penser aussi parce que clairement quand on lance un projet, une marque ou des choses importantes, on va avoir besoin de financement. Donc ça rassure. C'est une première brique. Donc voilà, grosso modo, ce que je dirais au niveau des campagnes. Donc, et combien ça coûte de lancer une campagne de crowdfunding? Parce tu parlais tout à l'heure de contrepartie, donc je suppose qu'il faut l'inclure peut-être aussi dans l'objectif que l'on souhaite atteindre. Comment on compte justement? Comment on compte? Ma fille qui n'arrive plus à parler. Combien ça coûte? Voilà, comment on chiffre? Comment on peut chiffrer cette campagne en amont? C'est ça. Ok. En fait, du coup, moi, j'identifie trois catégories pour une campagne. Donc, il va y avoir en premier les frais liés directement au lancement de la campagne. Donc, clairement, il faut savoir que les plateformes prennent une commission. En général, c'est autour de 8%. D'accord, 8% sur la somme collectée. La somme collectée, exactement. Plus, ensuite, à cela s'ajoutent les frais de TVA. D'accord. Des produits. Et ensuite, les potentiels frais de livraison. Puisque, grosso modo, par exemple, si on vend un produit, il faudra prendre en compte ces frais de livraison. Donc, il faut, il faut tout inclure. Il faut l'inclure directement. Donc, ça, c'est vraiment les frais liés à ce qui se passe sur la plateforme, j'ai envie de te dire. Ensuite, il y a les frais liés à la création de la campagne. Parce que, en fonction de ses compétences et de ce qu'on a à faire, potentiellement, si on veut faire une vidéo chiadée, peut-être on aura besoin d'un vidéaste, d'un photographe si on a des produits à shooter. Enfin, bien sûr, ça demande plus ou moins de budget en fonction de si on travaille avec son cousin ou un photographe professionnel, etc. Il y a aussi le designer de la campagne. Est-ce qu'on a les compétences en interne pour pouvoir faire des visuels, des montages, en créer quelque chose d'attractif ou pas? Donc ça peut être éventuellement des frais supplémentaires, donc mi-budget, on va dire, mise en place. Et puis après, il y a ce que j'appelle les frais bonus. Donc là, c'est vraiment si on a des gros objectifs par rapport à cette campagne, qu'au niveau du business model et plan, c'est un énorme levier. Il y a des marques qui choisissent de se faire accompagner, donc accompagner par des professionnels pour leur campagne, qui vont les aider à construire en amont, à animer la campagne. On peut aussi faire appel à des agences de presse pour relayer. Il y a aussi tout ce qui peut être publicité payante sur Instagram et Facebook. Exactement. En fait, encore une fois, tout dépend des objectifs derrière cette campagne. Et c'est ça qui est plutôt bien, c'est on peut moduler. Ça peut coûter vraiment pas grand-chose, comme ça peut être un sacré budget, mais forcément, on parle pas de 2 000 euros ou 20 000 ou 200 000 euros, en fait. Enfin, voilà. Ça veut dire que ça va... moi, aujourd'hui, je veux lancer une campagne sur Ulule. Est-ce que j'ai un chef de projet, entre guillemets, qui m'accompagne à la création, à designer la campagne? Comment ça se passe? Alors, en fait, du coup, le gros plus d'Ulule, c'est qu'il y a vraiment un suivi. À partir du moment où on dépose le projet, ensuite, on a quelqu'un qui est dédié pour nous accompagner. Donc, il va nous aider à dire c'est ça les étapes, je te conseille plutôt de mettre ça, etc. Donc, c'est vraiment... D'accord, on n'est pas tout seul, on est accompagné quand même. Exactement. Ouais, on est accompagné. Il va y avoir des conseils, genre nous, on sait que ça marche bien ça, on te conseille de faire des visuels, de rendre vraiment la chose... Donc, c'est ça qui est bien. Et il y a des allers-retours, des échanges, etc. Et après, il y a une validation finale de la part du LUL qui dit « Ok, là, t'es prêt, on y va, go, on appuie sur le bouton, tu peux mettre en ligne. »
Ok, d'accord. Et c'est quoi les conditions de lancement d'une campagne participative? Est-ce qu'il y a des types de projets? Donc, tu disais tout à l'heure qu'il y avait des plateformes spécialisées, mais est-ce qu'il y a des types de Ouais, projets qui sont favorisés? Est-ce qu'il y a des critères de sélection? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? ouais, bien sûr. Alors, en fait, grosso modo, c'est ouvert à relativement tout le monde. La seule chose, c'est que ces plateformes ne sont pas faites pour financer un projet personnel. Par exemple, si on veut faire un voyage à Bali avec son sac à dos, non, c'est clairement pas la plateforme Tu idéale. fais une cagnotte Et ça litchi. sera refusé. Ouais, Voilà, c'est ça. c'est autre chose. Mm. Par contre, en fait, à un moment où il y a un but financier plutôt professionnel, c'est ouvert à tout le monde, que ce soit une association qui veuille financer un projet humanitaire, que ce soit une entreprise, une collectivité ou un porteur de projet qui n'est pas encore ses statuts d'entreprise ou un micro-entrepreneur. En fait, D'accord. la finalité, elle doit être servir quelque chose de professionnel, en fait. Ok. Donc ça, c'est un principal critère. Après, le deuxième critère, on va dire, c'est quand on dépose son projet, on a des questions. Donc en fait, c'est répondre Mhm. des questions. Donc bah voilà, de valider le projet, le sérieux, qu'est-ce qu'il y a derrière, à quoi va servir cet argent et Ok. qu'est-ce que le porteur de projet va faire. Donc rien de compliqué, mais encore une fois, c'est pour s'assurer que c'est pas un projet personnel détourné ou qu'il y a vraiment qu'il y a un vrai engagement de la part du porteur de projet puisque souvent on peut croire qu'une campagne de crowdfunding c'est simple, on remplit quelques cases, on Ouais. met Et on après, c'est appuie sur bon. le bouton et on C'est reste parti. sur sa chaise et on attend que Ouais. l'argent tombe, genre la politique de Ouais, l'art voilà, c'est ça. peut-être. Mais du coup non, pas du tout. Donc en fait il y a quand même besoin de voir une motivation et un sérieux dans le projet, donc l'état d'avancement, etc. Donc voilà, grosso modo c'est vraiment les deux choses qui vont être vérifiées. Après, les plateformes, elles étudient pas le thème, etc. Enfin, vraiment, c'est libre tant que c'est dans les critères de base, quoi. Et après, ce qui peut faire la différence, enfin, ce qui est un gros plus, c'est d'avoir une communauté. Du coup, Ouais. généralement, avoir des gens qui ont déjà commencé à parler de leur projet ou qui partent pas de zéro, Ouais. Ils ont un c'est minimum de un plus. communauté engagée, quoi. Que ce Ouais, soit sur le exactement. réseau ou. Ok. Ok. Et est-ce que tu peux nous donner les différentes étapes pour mener une campagne crowdfunding Ouais, successful? yes. Alors, déjà, il faut savoir qu'il y a trois temps. Il y a trois temps Mhm. forts dans une campagne de crowdfunding. Donc, le un, c'est la préparation. Pour la préparation, il faut se dire, on est à peu près entre 3 mois à 2 semaines avant le lancement officiel de la campagne. D'accord. Donc ça, c'est vraiment se dire, OK, je veux construire une campagne de crowdfunding, bah, c'est pas à la fin de la semaine que je vais la mettre en ligne. Voilà, il y a des choses Ah à oui. faire. Ok. Donc En moyenne, ça c'est prend combien vraiment, de temps Enfin, je passe du coup. Enfin, je ouais, devance vas-y. peut-être ta réponse, mais du coup, en moyenne, une campagne en intégralité, ça se déroule sur combien de temps? De la Alors, préparation à la phase finale, on va dire. en fait, en Ça gros, dépend moi, peut-être des projets, non? ça dépend des projets, mais en gros, faut se dire, il y a à peu près ça peut avoir de 2 semaines à 3 mois de préparation Mhm. en amont. Et après, la campagne, elle va durer en moyenne 30 à 45 jours. D'accord. Mais voilà, en Bon, grosso faut modo, quand c'est même ça. Mais en anticiper fait, au moins quatre il faut cinq mois avant, anticiper. se dire, ok, je. Ouais, généralement, c'est bien, c'est de se dire, OK, je sais que je vais le faire, donc OK, à un moment donné, elle va s'insérer ici. Mais en fait, le succès de la campagne réside principalement sur sa Sur la préparation. préparation, oui. La préparation, pardon, elle consiste à s'inspirer, déjà regarder ce qui est fait, comprendre, enfin voilà, regarder, construire sa communauté, clairement commencer à parler autour de soi. Enfin, de toute façon, quand on crée un projet, il faut en parler au maximum à son entourage, à ses proches, enfin, dès qu'on a une occasion de rencontrer des nouvelles personnes. Donc, Ouais. c'est construire sa communauté, construire sa stratégie de communication, parce Mhm. qu'en gros, une campagne de crowdfunding, ça s'anime, ça s'alimente, etc. Donc, ça va être sur quoi je communique, qu'est-ce que je communique, etc. Et ensuite, il y a la grosse partie de création de la campagne en elle-même, donc les supports. Est-ce que je fais une vidéo ou pas de vidéo, construire mon texte, mes visuels, etc. Est-ce que je vais avoir besoin d'un photographe, comme on disait tout à l'heure. Donc, tout ça, en fait, fait que ça peut rallonger ou non le temps de préparation. Ça peut être un bonus aussi de dire, OK, moi, j'ai vraiment un gros objectif dans cette campagne, donc je veux vraiment qu'il y ait des relais. Donc, ça va être de créer un kit média pour pouvoir, quand ce sera lancé, balancer à des journalistes. Ok. Donc, c'est toutes ces choses. Mais après, le principal conseil que je donne dans cette phase de préparation, c'est déjà d'identifier toutes les personnes pertinentes qui pourront parler du projet.
Donc, que ce soit l'entourage, les entrepreneurs qu'on a rencontrés, les partenaires, les prestataires avec qui on travaille, les médias qui sont pertinents par rapport à notre cible, tout ça, il faut les avoir listés, avoir leurs contacts et leurs coordonnées. Et en fait, quand on est prêt, on appuie sur le bouton. Voilà. Ok. Parce qu'après, ce que je reviendrai dessus, mais parce qu'en fait, il y a des cercles d'influence et du coup, toute une stratégie pour communiquer auprès des cercles. Mais je vous en parlerai après. Ok, super. Donc ça, c'est la préparation. Ok. Que la préparation. Voilà. Mais c'est déjà un bon morceau, mais c'est le plus important. Vraiment tous les ingrédients clés et bien sûr, en fonction du projet, en fonction de ses objectifs, les efforts et le dosage ne sont pas les mêmes. Mais là, moi, je vous donne vraiment le summum pour faire the campagne, quoi. C'est ça, on a dit successful, donc c'est bon. Exactement, et on met toutes les chances de notre côté. Donc ensuite, il y a le lancement. Donc là, voilà, c'est le jour où on a appuyé sur le bouton. La Ulule, par exemple, Ulule, mais la plateforme, en tout cas, a validé la campagne. Et c'est parti, on se lance jour 1 sur 30, sur 45. Enfin, généralement, moi, ce que je conseille, c'est 30 jours parce qu'une campagne, donc ça s'anime pendant aussi et ça demande beaucoup d'efforts, etc. 45 jours, on peut aussi s'épuiser, c'est un petit peu long. Et puis, un mois, ça fait un bon objectif et c'est très bien aussi en termes de temps et effort. Donc, en fait, ce qu'il faut faire pendant cette phase de lancement, toujours pareil, c'est communiquer auprès de sa communauté. Et relayer, envoyer des emails, des SMS, faire des articles de blog, des publications sur Instagram, publier aussi des choses sur la page news. En fait, généralement, les pages ont ce qu'on appelle une page news où là, vraiment, on communique. Par exemple, cette semaine, on allait voir notre fournisseur de tissus. En gros, c'est un peu les coulisses du projet. Les coulisses. Tout ce qui se passe. Voilà, demain, on est un apéro, machin, on est là. Enfin, voilà, c'est vraiment ça. Et notamment, justement, moi, ce que je préconise énormément, c'est vraiment cette notion de physique et digital, de participer à des événements physiques. Bon, en ce moment... c'est un peu plus compliqué. C'est compliqué, mais vraiment, c'était de capitaliser. En temps normal, par exemple, si on a une marque et des produits, on trouvait un concepteur qui accepte de nous accueillir pour la soirée ou pour une journée, pour présenter les produits, les montrer, en faire parler. Ça, c'est vraiment des choses qui ont un impact hyper fort. Donc voilà, au niveau du lancement. Et donc, c'est ces fameux cercles d'influence, comme je vous parlais tout à l'heure. En fait, il faut se dire qu'au début, quand on se lance, il faut d'abord s'adresser à son cercle 1. Le cercle 1, c'est son entourage. Grosso modo, en gros, il faut se dire que notre famille, nos amis, etc., connaissent tous des gens qui connaissent des gens. Donc, en fait, ça va être se dire, OK, eux, j'ai besoin d'eux, je les connais très bien et ils sont clés. Et donc, il faut se dire, OK, il faut qu'ils jouent le jeu et que dès le début, ils participent. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir dans une campagne de crowdfunding, c'est que c'est une courbe en U. Donc, en fait, l'idée, c'est que ça aille très vite au début. Après, au milieu, c'est un peu flat, même bas. Et les derniers jours, ça doit exploser. Donc, en fait, il faut se dire, dès le début, il faut que j'y aille à fond. D'où le fait d'impliquer ses proches et de se dire, OK, participez maintenant, montrez votre participation et parlez-en autour de vous. Donc, c'est les fameux cercles. En gros, si je dis à chacun de mes proches, t'en parles à 3 personnes, en fait, les 3 personnes reparlent à 3 personnes et on comprend que ça commence à grossir. Et c'est là où on va pouvoir arriver au cercle 2, donc ça va être la communauté, tous les proches des proches. Et l'objectif, c'est d'arriver au cercle 3, donc que ce soit des gens lambda qui nous connaissent ni d'Ève ni d'Adam, qui sont arrivés sur notre campagne. Et là, on a vraiment grossi et on est arrivé à des bons paliers. Après, les clés du lancement, moi, ce que je recommande fortement, généralement, c'est de se dire d'atteindre minimum 20 à 30% de l'objectif dans les premiers jours, voire la première semaine, avec notre entourage proche, donc notre cercle 1. D'accord. Parce que c'est comme au restaurant. Enfin, j'aime souvent cette image qui est assez claire, mais c'est comme un restaurant. Tu passes devant 2 restos. Il va y en avoir un qui est vide et un qui est rempli. Tu vas forcément aller dans les restaurants remplis. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de confiance, hein. Exactement, de commencer à véhiculer au cercle 2 et donc la communauté, etc., des gens qui nous connaissent un petit peu moins, de communiquer quand on a déjà quand même été ces 25-30%, parce que ça rassure. On dit, ok, il y en a d'autres qui ont participé, ok, je fais confiance, c'est cool. Et ça rassure en fait. Et donc, c'est ça un peu cette stratégie, d'où le fait d'impliquer fortement son entourage, comme je l'ai dit. Okay. Et donc voilà, donc après en grosso modo c'est vraiment communiquer, mettre façon à sa communication, avoir des relais, faire participer au maximum. C'est à cette
phase-là aussi qu'on peut passer dans du payant, faire du Facebook, du Instagram pour Ouais, pour élargir promouvoir. les cibles, etc. Même des collabs. Enfin, en gros, tout est possible. Il faut juste faire parler. Et ensuite, il y a l'après-campagne. Donc, souvent, tu peux être un peu oublié en termes d'étapes parce qu'on se dit c'est fini, c'est bon, hop, je vais récupérer l'argent et basta. Mais moi, ce que je préconise vraiment, c'est de se dire, OK, ta page, c'est de la visibilité. Enfin, en termes de visibilité, tu es sur Ulule, ton projet est figé sur une grosse plateforme, ça peut te ramener du trafic. Au début, on sait que amener des visiteurs sur son site ou même sur ses réseaux sociaux, ça peut prendre du temps. Donc, te dire, OK, je capitalise sur cet endroit où je suis sur une plateforme, où il y a du trafic, et il y a des gens qui ont contribué, donc il y a déjà des gens, et de continuer à donner des nouvelles, en fait, du projet. Donc, moi, en fait, ça, je le dis, jusqu'à 6 mois, l'idéal, c'est vraiment de continuer à alimenter. Bah voilà, t'en es où? Bah là, on fait fabriquer, bah là, on va livrer, bah là, voilà. Et c'est vraiment de animer, etc., de donner des nouvelles à ces gens qui ont contribué, enfin, de continuer à partager. Directement en fait. sur la plateforme Ulule, en fait, tu as une possibilité de partager l'avancée. La fameuse page news. Ok, super. Et puis pareil, tu peux continuer à envoyer des mails à ceux Oui, qui parce que tu as récolté des adresses email du coup, donc Exactement. Enfin, ça te fait une base. Mais du coup, cette liste de contacts, on peut la garder. Les contributeurs, on peut communiquer, partager nos actualités à cette base-là. On récolte les adresses email du coup des contributeurs. Oui, tu les as, tu as un fichier, etc. Tu as les informations sur leurs produits, etc. Bah, c'est super. Oui, bah, c'est pour ça, il faut alimenter. Surtout qu'on sait que la donnée, c'est précieux. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas forcément insisté sur un point, mais dans la préparation aussi, l'idée, c'est de créer, de récupérer des adresses mail. Donc, que ce soit quand on a fait notre questionnaire pour commencer à interroger les gens à la création de produits, au plus en amont on récupère d'adresses mail et de contacts, de points de contact avec les gens, le mieux c'est. Donc après, ça peut être, je crée juste ma page de mon site, une seule page où je parle un peu du projet Grand Ligne et je mets une adresse mail, être tenue à être informée de l'actualité, etc. Et vraiment, ça, c'est hyper important de l'avoir dès le début, de se dire comment je vais récupérer des infos pour pouvoir justement les activer le jour où je me lance dans ma campagne. Ouais. Ok. Voilà. Super. Top. On part avec un max d'infos. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Moi, j'avais une dernière question. Non, vas-y. Alors après, après, je vais peut-être faire plus un focus sur comment on fixe son objectif. C'est vraiment une question très concrète. Les histoires de paliers, de contrepartie, parce que je trouve que ça peut être vraiment casse-tête, donc juste les grands points et peut-être aussi les essentiels au niveau du contenu, en fait. Là où c'est hyper important de bien présenter les choses et qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait, en fait, pour la création de la campagne. Mais t'avais une question du coup? Non, mais du coup, je la garde pour après. Mais non, mais c'est bien parce que du coup, on en parlait de contrepartie, mais effectivement, comment on se fixe l'objectif parce qu'il faut chiffrer, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est ça. Donc du coup, en fait, pour fixer son objectif, déjà, en effet, c'est important d'avoir les coûts. Donc on sait qu'on va avoir les 8%, qu'on va avoir la TVA et des frais de port. Et ensuite, il faut se dire, est-ce qu'on part plutôt sur un objectif financier ou de la prévente? Donc, au financier, ça va être est-ce que je veux 10 000 euros ou est prévente? Est-ce que je veux vendre 100 produits? Déjà, c'est différent. Souvent, les préventes, c'est hyper recommandé. Enfin, moi, je le conseille fortement quand on a un produit, clairement, une marque de chaussures, une marque de vêtements, voilà, qu'on a besoin de financer finalement une production. C'est hyper approprié. Quand c'est un objectif financier, c'est plutôt qu'on a un projet de développement ou juste besoin de fonds, par exemple, vraiment plus besoin de chiffres, d'argent financier, qui va servir à plein d'autres choses. Donc déjà, voilà, c'est ces deux différences. Ensuite, un bon objectif, c'est un objectif qui est atteignable rapidement. Du coup, ce qu'il faut se dire, c'est que, en gros, le porteur de projet va avoir son objectif, lui, qu'il veut atteindre, et il va avoir l'objectif sur Ulule. Parce que, comme on a dit, il faut atteindre rapidement le plus possible son objectif. Donc, au plus, c'est au bout de 5 jours, on est déjà à 60%, c'est énorme. Ouais. Et ça veut dire qu'il y a un potentiel de fou. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de dépasser le 100%. Aujourd'hui, on voit des campagnes qui sont à 1000%, etc. Mais parce qu'en fait, elles avaient mis un objectif bas en disant qu'elles allaient justement baser leur stratégie sur ça. Donc, en fait, l'idée, c'est de trouver un bon équilibre, en fait, entre de quoi j'ai besoin, donc quel est le montant dont j'ai besoin pour lancer ce projet,
Et ensuite, quel est le montant que je vais pouvoir atteindre assez rapidement en partant de ta communauté. Donc là, c'est deux objectifs différents, mais ce qu'on nous on préconise, c'est vraiment de mettre un objectif un peu plus bas que l'objectif final pour pouvoir être sûr de l'atteindre et de récolter la 100, somme 200, 300% et récolter la somme aussi. Donc c'est un peu un calcul à faire, prendre en compte. Et déjà, c'est ça. Ensuite, après, il faut avoir en tête que les contributions moyennes, c'est environ 50 € et la médiane, 25 €. Ouais. D'accord. Donc, du coup, après, nous, ce qu'on encourage, c'est en fonction du projet de construire des paliers. De se dire, bon, bah voilà, les gens, il faut qu'il y ait différents paliers, inférieurs à 25, des mi-paliers, et encourager des plus gros paniers. Donc, penser à faire des lots, par exemple, si on est sur du produit, de se dire, bah voilà, tu as 3 produits, tu peux en offrir à ta mère, à ta sœur, enfin, bref, c'est vraiment cette notion de comment je peux élargir. Donc, les contreparties, c'est vraiment ça. Et après, derrière cette histoire de contrepartie, il y a les paliers. Comme je l'ai dit, l'objectif, c'est de faire 100%, mais bien au-delà. Donc, c'est déjà d'ores et déjà de penser à qu'est-ce que ça va être mes paliers, qu'est-ce que je vais proposer en plus. Donc, par exemple, ça peut être si je suis une marque de vêtements et que j'avais mon palier, c'était 100 t-shirts, 100 t-shirts. Et ben, je peux dire qu'à partir, si on va à 200%, j'ouvre un nouveau modèle et ça sera un pantalon. Et du coup, on va aller chercher ce pantalon. Voilà, c'est un exemple. Un exemple d'incentive, du coup, pour pousser Exactement. aussi. C'est vraiment de construire. Et en fait, ça se trouve, c'est des choses qu'on avait, on avait déjà, en fait, sous la main. Oui. C'est juste que c'est la stratégie de se dire, OK, maintenant, je vais pousser mon produit ou je vais pousser, par exemple, une rencontre. On va faire un tour de France. Je vais aller à la rencontre, justement, dans différents endroits de mes clients. Enfin, voilà, il y a plein de choses à imaginer et c'est vraiment la créativité, mais toujours au service de sa stratégie et de ce qu'on veut faire. Enfin, donc, voilà. Et ensuite, au niveau du contenu, les essentiels, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est être le plus clair et le plus transparent possible. En fait, les gens ont besoin de savoir à quoi va servir l'argent. Oui, donc, c'est ce que j'allais dire. Il faut détailler vraiment les postes de dépenses prévus. C'est ça. Donc, que ce soit des camemberts, des infographies, de savoir à quoi ça va servir. En gros, ils font partie du projet, donc ils rejoignent une aventure. Il faut se dire qu'ils vous soutiennent. Donc, il faut se dire, OK, à quoi je vais l'aider concrètement? Est-ce que, je l'aide à... Et c'est aussi important, eux, ils sont ravis de dire, je participe aux coulisses, à lancer une aventure. Donc, ça, c'est hyper essentiel. Après, bien sûr, il va y avoir le titre qui doit être hyper évocateur du produit et en gros, qu'est-ce que c'est, en quoi il est différent. Enfin, vraiment, c'est un titre évocateur. La vidéo de présentation, donc, elle n'est pas forcément indispensable. Là, encore une fois, ça dépend vraiment des types de projets. Des moyens. Et des moyens. Donc, vraiment, on peut s'en passer. Mais en tout cas, si on l'a fait, l'idée, c'est vraiment de montrer. Ici, on est dans du storytelling à fond. C'est l'histoire, l'origine, pourquoi en tant que porteur, je monte ce projet, qui est imbriqué, avec qui je travaille, c'est quoi les coulisses. Enfin, là, vraiment, ce qu'on veut savoir, c'est les coulisses, c'est l'histoire. Parce que les gens qui vont participer, s'ils vous connaissent pas forcément, ils viennent, c'est pour une mission, un projet, quelque chose de plus qu'un produit. C'est vraiment un univers. Donc, la vidéo est un très bon moyen pour ça. Okay. Ensuite, c'est essentiellement aussi très important de rassurer sur qui on est en tant que porteur de projet. Est-ce qu'on est tout seul? Est-ce qu'on est en équipe? Et en gros, quelles sont les compétences? En gros, pourquoi on est à même de porter ce projet, en fait? C'est pour rassurer les gens aussi dans la viabilité, parce que je dis n'importe quoi, mais si on est dans la mode et qu'on a travaillé pendant 50 ans au service informatique, on voit pas forcément le lien. Mais peut-être que derrière, la personne, elle faisait de la couture depuis. Elle avait une passion cachée, oui. Exactement. Donc, du coup, l'intérêt, c'est vraiment de rassurer et de se dire, waouh, en fait, cette personne, ok, elle a été passionnée et du coup, elle en a fait un truc. C'est vraiment hyper important. Et ensuite, il y a un gros point aussi qui va être de présenter les contreparties, mais de façon très claire. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir, pour combien et combien de remises. Puisqu'en gros, quand on fait une contrepartie, notamment si c'est un produit, on va se dire, OK, pourquoi participer à la campagne? Parce que tu as une réduction. En fait, tu as un 20%, un 15%. Donc, en gros, toi, tu l'as en avant-première et en plus, tu l'as un tarif privilégié. Alors que demain, sur mon site, il sera à temps. Donc, c'est vraiment de mettre en valeur ces 3 points. Donc, qu'est-ce que c'est exactement la contrepartie, son tarif et la réduction.
Et puis aussi, ce qui est hyper important, c'est les grandes étapes du projet. OK, aujourd'hui, on est à telle date, on lance notre campagne de crowdfunding. Demain, c'est quoi nos étapes clés pour que la personne, elle comprenne, toujours pareil, en fait, c'est quoi les étapes et surtout à quel moment potentiellement je vais recevoir en ma contrepartie. Puisqu'en fait, il faut savoir que ça peut être à la fin de la campagne jusqu'à 4, 6 mois. 6 mois après, le OK. temps de production, livraison comptée, quoi. Exactement. Quand c'est des choses plus simples ou juste des goodies, c'est la marque a fait ça, là, c'est clairement, on s'attend à ce que ce soit enfin, voilà, un petit peu de délai, mais voilà. Donc ça, c'est pour ça, c'est hyper important de le préciser. OK. Et grosso modo, voilà, c'est tous les points, mais il faut vraiment que tout soit cohérent et vraiment miser sur du visuel, de l'univers, enfin des choses très concises, pas de gros pavés, etc., des choses très impactantes. Il faut aller à l'essentiel, quoi. Aller à l'essentiel, vraiment, et montrer que l'univers de la personne transpire, que c'est aussi hyper important de communiquer autour de la mission, des valeurs mises en avant. C'est vraiment clé. Il faut se dire, qu'est-ce qui va faire que les gens vont fédérer à ce projet. Bien sûr. Au-delà d'un produit, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, c'est aussi la personne qui porte le projet aussi, comme tu le disais. Exactement. Et où est-ce qu'elle en est. Okay. Donc voilà. OK. Par rapport à tout ça. Est-ce que tu as un exemple de campagne qui t'a inspiré à nous partager? Je mettrai le lien du coup, si elle est encore visible en tout cas, je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Oui, alors du coup, j'ai pris une campagne récente. C'est Ecoya, donc c'est une coque de téléphone, mais du coup qui est biosourcée, donc responsable et qui est circulaire dans le sens où quand on n'en veut plus, quand elle est abîmée, etc., on la redonne et elle est recyclée. D'accord. Et donc eux, ils avaient un objectif de 100 préventes et ils en ont vendu 1125. Ah ouais. Donc, on a explosé les scores là. Exactement. Mais et du coup, parce que en fait, vous pourrez aller voir. C'est exactement ce que je vous disais. Ils ont réussi à présenter l'univers, la mission, les valeurs. C'est fait local. Enfin, c'est en France, etc. Les étapes. En gros, eux, ils avaient tous les ingrédients parfaits d'une campagne quand on a des gros objectifs. Et ils l'ont très bien fait. Et ils ont animé, ils ont fait des newsletters, ils avaient déjà un petit peu une petite communauté sur Insta, mais ils ont communiqué en amont sur les étapes, ils ont ventisé, ils ont fait du payant. Enfin, voilà, ils ont vraiment fait jeu. Ils ont vraiment aussi fait le jeu d'animer des paliers, etc. Donc voilà. Et puis voilà, c'est des choses aussi qui marchent très bien. Sur Ulule, puisque Ulule est vraiment spécialisé dans les projets à impact Ils sont un peu engagés, ouais. Donc du coup là, ils avaient du écologique, du Made in France, donc les tout combiné, ouais. Exactement. Puis ils ont eu aussi ce qu'on appelle une sorte de sponsor. En fait, sur Ulule, il y a d'autres plateformes ont ça aussi, ils ont des partenariats, des sortes de mini-programmes en fait, qui vont aider à donner de la visibilité du projet. Donc, par exemple, eux, ils ont eu Act for Impact de BNP Paribas. En fait, quand on lance son projet, on peut participer à des sortes de programmes où c'est un concours. Et en gros, le programme va soit nous offrir de la visibilité supplémentaire de par ses réseaux, ou soit abonder financièrement. Ça peut aller jusqu'à 2 000 € supplémentaires. Et ce qui est super, c'est que, par exemple, notamment sur Ulule, il y a des programmes pour plein de choses. Contrex pour les femmes, Action Impact pour, comme son nom l'indique, il y a du Veolia. Donc voilà, en fonction de votre domaine dans lequel vous évoluez, vous avez potentiellement un programme à laquelle vous pouvez candidater et avoir du relais de visibilité supplément et avoir des labels. C'est hyper, c'est un gros super, ça. plus. Bah oui, et puis encore une fois, ça renforce la crédibilité. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui vous suit et avec des conseils, etc. Donc ça c'est top. Et donc eux, ils ont eu Action Impact. Super. Donc, voilà. Nickel. Je mettrai le lien. Tu me donneras le lien et tout. Je mettrai dans le descriptif. Une belle super. Campagne. Nickel. Bon, c'est super. On repart avec un max d'infos. Mathilde, est-ce que tu veux nous partager des actualités par rapport à ton activité? Bon, j'ai vu que tu organisais des retraites de yoga. Je suppose que là, vu le contexte, c'est un peu chaud. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il y a de prévu pour toi pour 2021? Alors, pour 2021,
Ben justement, il y a la construction d'un programme vraiment plus ciblé autour du holistique, puisque aujourd'hui, je le mettais en petite touche, mais là, c'est vraiment d'y aller. Donc vraiment un programme personnalisé avec du conseil business, du lien corps-esprit, donc du yoga, de la pleine conscience avec des exercices, etc. C'est vraiment voilà, apprendre à se connaître, devenir acteur de sa vie, acteur de son bien-être, acteur de son entreprise. Ensuite, en effet, il y a les retraites. Donc là, on croise les doigts, mais avec notre prof de yoga, on organise une retraite en Haute-Savoie, donc du 26 au 28 mars sur le printemps. Donc vraiment l'idée de se débarrasser un peu dans des lourdeurs de l'hiver, de ce qui peut nous bloquer, les émotions difficiles, et voilà, se régénérer et se sentir plus léger et légère. Donc voilà, donc on va voir si on peut la faire. On croise les doigts très fort. Un peu en point d'interrogation. Et puis sinon, il y aura une autre retraite fin septembre avec plutôt autour de un peu plus énergétique et autour du féminin, etc. Donc qui est en train de se construire. Voilà, et grosso modo, c'est les principales actualités. Toujours plus de bien-être. Et où est-ce qu'on peut te contacter si il y a des personnes parmi nous qui veulent se faire accompagner, voilà, aussi bien sur le plan mindset, je dirais, que sur le plan business? Eh bien, soit sur Instagram, donc Mathilde Desgardins, tout attaché, ou soit par mail, donc à hello@mathilde- le petit tiret du site, desgardins.fr. Super. Voilà. Bon, de toute façon, je mettrai tout ça dans le descriptif et voilà, si les gens veulent pousser un peu plus loin. En tout cas, merci beaucoup. On est reparti avec plein d'infos sur comment organiser sa campagne de crowdfunding. Merci encore, Mathilde. Bonne journée, bon courage pour les prochaines semaines à venir. On croise les doigts pour la retraite du mois de mars. Merci beaucoup. Merci à toi et j'espère que ce sera utile et que je vous ai pas perdu dans tout. Bien sûr, j'en suis même certaine. Ok, écoute, super et puis merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Merci pour votre écoute. Vous retrouverez toutes les infos dans le descriptif de l'épisode. Si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à en parler et à le partager sur les réseaux. Encore mieux, si vous pouvez lui mettre 5 jolies étoiles sur iTunes ou Apple Podcast pour qu'il soit visible au plus grand nombre, ce serait génial. Pour ne rien rater du podcast, rendez-vous sur Instagram, MomYouRockFR. À bientôt!